Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur ForChange pour un nouveau numéro des experts. Au sommaire de cette émission, on va parler de la maîtrise des risques financiers et comptables au sein d'une petite commune. Ce sera dans quelques instants avec Christine Studer, responsable du secteur public local au sein de la mission contrôle interne et maîtrise des risques au sein de la DGFiP. On parlera ensuite de la mesure comptable environnementale avec Jérôme Caz, président de MyCircle, et enfin Marc Sabaté, directeur général d'Inextenso Finance, nous dressera un panorama des cessions acquisitions de PME. Voilà pour les titres, c'est parti pour les experts. On débute cette émission, on va parler de la maîtrise des risques financiers et comptables au sein d'une petite commune. Les questions à se poser avec mon invité Christine Studer, responsable du service public local au sein d'une mission de contrôle interne et maîtrise des risques au sein de la DGFiP. Christine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, vous avez conçu un livret Maîtriser les risques financiers et comptables dans une petite commune, les 10 questions à se poser. Pourquoi cette initiative? Alors, on a eu l'idée de concevoir ce livret, en fait, suite à l'entrée en vigueur d'une réforme importante dans la sphère publique, qui est la réforme sur la responsabilité financière des gestionnaires publics et qui nécessite un petit peu de remettre en lumière tout ce qui est maîtrise des risques et puis les dispositifs de contrôle interne que toute structure publique doit mettre en place pour sécuriser ses procédures financières. Par exemple, pour les collectivités locales, ça va être les marchés publics, ça peut être aussi la paye des agents territoriaux, la sécurisation des systèmes d'information financiers, etc. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'est née cette idée. Et on avait une cible prioritaire à l'origine, et cette cible prioritaire, comme le nom du livret l'indique, ce sont les toutes petites communes. Alors grosso modo, ce sont les communes de moins de 1000 habitants qui s'appuient sur des équipes administratives un peu restreintes. Souvent qui sont limitées à la seule secrétaire de mairie, en tout cas des équipes qui sont insuffisamment formées et qui ont un fort besoin d'accompagnement sur ces sujets-là. Après, nous on estime en fait que le contenu du livret, il est suffisamment général pour que tout type de collectivité, quelle que soit sa taille, y trouve des informations utiles et intéressantes pour elle. Comment a été conçu ce livret? Alors, on a travaillé en très étroite collaboration avec le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, pour donner au livret tout simplement une visibilité la plus large possible. Et notre objectif, c'était de vulgariser au maximum, mais dans le bon sens du terme, tous ces concepts autour de la maîtrise des risques, du contrôle interne, qui sont très théoriques, très technique et en réalité assez difficilement appréhendable pour des non-initiés. Donc c'est comme ça qu'au sein du livret, en fait, on n'aborde jamais les concepts de la maîtrise des risques de manière trop frontale. C'est tout le contraire. On parle métier, on parle concret pour montrer que justement tout ce qu'on fait au quotidien, ça peut être de la maîtrise des risques. On a vraiment voulu amener ces petites communes à faire de la maîtrise des risques sans le savoir, en quelque sorte. Donc c'était un parti pris de simplicité, on a joué la carte de la simplicité sur le fond, mais également sur la forme, puisque ce livret, il est structuré sous forme de fiches. Donc une fiche, une question, donc on a 10 fiches au total, et chaque question va correspondre à une thématique métier particulière, précise. Voilà, et puis pour donner un petit peu un fil conducteur à tout ça, on a structuré chaque fiche de la même manière. Donc, on commence toujours par quelques rappels réglementaires qui sont toujours bien utiles. Et puis ensuite, c'est un petit peu le cœur du sujet. On va donner une série de petits conseils, de petites astuces très pratico-pratiques et qui vont aider les secrétaires de mairie à identifier les risques financiers les plus importants qui sont liés à la procédure métier qui est traitée dans la fiche. Et puis qui vont les aider également à bien identifier toutes les mesures les plus adéquates pour couvrir ces risques. Et puis on termine notre fiche, avec les liens vers la documentation à disposition des collectivités. Et puis on a toujours mis un petit encart, un peu de type pour aller plus loin. Et cet encart est destiné à celles qui voudraient approfondir le sujet.
Donc des contenus très didactiques, vous avez dit Oui. du concret. Est-ce qu'il y a un exemple de sujet abordé? Alors peut-être un exemple qui parlera à tout le monde, c'est celui de la cybersécurité, Arnaud. Bien sûr, c'est un sujet Voilà, d'actualité. c'est un sujet de très forte actualité et notamment dans le livret, on a conçu une fiche qui est autour de la fraude aux faux ordres de virement, donc ce qu'on appelle les FOVI. C'est un véritable fléau pour les collectivités locales en ce moment et notamment pour les toutes petites communes qui sont très exposées à ce type de fraude. Donc dans cette fiche, on a rappelé les bons réflexes à bien avoir en tête pour s'en prémunir. Donc à la DGFiP, on a deux mantras là-dessus. Déjà, il faut bien sécuriser sa procédure de changement de RIB parce que c'est par ce biais-là que les escrocs vont s'immiscer dans une chaîne de la dépense. Et puis, au moindre doute, ne pas hésiter à effectuer un contre-appel auprès du véritable fournisseur. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses très simples, très basiques, mais qui ont des rappels nécessaires, mais qui ont prouvé leur efficacité, en tout cas si elles sont utilisées à bon escient et au bon moment. Donc, c'est tout ce que rappelle le livret. Alors, comment utiliser ce livret? Dans quel cas? Alors, nous, on avait plutôt en tête de faire un livret avec des thématiques séparées les unes des autres. Mais en fait, avec les retours qu'on a pu avoir des collectivités qui l'ont déjà utilisé, on s'est aperçu qu'il y avait deux approches différentes. Donc, on a des collectivités qui ont une approche vraiment maximaliste, qui vont décliner le livret de A à Z. Alors ça, par exemple, ça a été le cas d'une directrice générale des services d'une petite commune qui nous a dit s'être servie du livret pour remettre à plat avec son équipe toutes leurs procédures financières. Donc ça, c'était un bel exemple d'utilisation du livret comme un outil de pilotage en tant que tel. Et puis après, à côté de ça, on a d'autres collectivités. En principe, ça va être peut-être les collectivités les plus importantes qui, elles, vont quand même aller voir le livret, même s'ils ne l'auraient pas destiné en premier chef, mais qui vont aller glaner de ci et de là quelques éléments qui vont les intéresser. Quand on a un doute de temps en temps sur telle ou telle disposition. Sur l'organisation de son service, sur le suivi des habilitations informatiques, sur toutes les étapes de la dépense, la réglementation des marchés publics. C'est vraiment un rappel de tous les fondamentaux. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Je voulais juste rajouter une petite précision. C'était que le livret était en ligne sur le site collectivitélocales.gouv.fr et je voulais ajouter également que la DGFiP avait mis à disposition des collectivités sur ce site des supports un petit peu plus complets, donc toujours autour du thème du contrôle interne. On a notamment le guide de renforcement du contrôle interne comptable dans les collectivités locales et puis un guide méthodologique qui est dédié au contrôle interne des systèmes d'information. Bon, plein de compléments très utiles donc en plus de ce livret. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On poursuit ce numéro des experts à en parler de la mesure comptable environnementale avec Jérôme Caz, président de MyCircle. Jérôme Caz, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la mesure comptable environnementale? Oui, alors c'est une mesure comptable, comme son nom l'indique. Le comptable, au lieu de compter des coûts en euros, va appliquer exactement la même méthode pour compter des carbones. Alors les carbones, ou équivalents CO2, ce sont ces gaz à effet de serre qui partent dans l'atmosphère et qui empoisonnent l'atmosphère. Et donc le comptable va en tirer pour l'entreprise 3 mesures importantes qui sont le poids en carbone de sa production, ce qu'on appelle souvent son empreinte, le poids de chacun de ses produits, c'est-à-dire combien il a fallu de carbone pour les produire en remontant en amont tous les cycles de fournisseurs, et troisième élément, sa contribution à la décarbonation. Quels sont les avantages de la mesure comptable environnementale? Alors, c'est une révolution dans 2 dimensions. La dimension de la précision, de la fiabilité, et la dimension de la simplicité. Alors d'abord, la fiabilité, c'est une mesure comptable. Et donc, elle va avoir les caractéristiques des mesures comptables, c'est-à-dire qu'elle va être comparable et qu'elle va être vérifiable. Et ça, c'est impossible pour les outils actuels qui sont pour la mesure des carbones des produits, les analyses du cycle de vie, ou pour l'entreprise, le bilan carbone.
Donc, premier avantage, c'est vérifiable et deux comptables sur le même produit vont trouver la même chose. Le deuxième élément, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, un comptable va maîtriser la mesure comptable environnementale en 1 heure. Et il va derrière pouvoir appliquer cette mesure à une entreprise simple, on ne va pas prendre évidemment Google, mais à une entreprise simple en 1 heure par an également. Et là encore, c'est une révolution par rapport aux instruments qui existent aujourd'hui. Alors pourquoi la mesure de performance environnementale des entreprises reste encore difficile? Alors en fait, pour les grandes entreprises, elle n'est pas très difficile, c'est-à-dire qu'ils peuvent parfaitement faire des analyses du cycle de vie, des bilans carbone, et ils ne s'en privent pas. Le problème pour eux, c'est plutôt la frustration, c'est-à-dire que comme c'est des méthodes dont les principes sont extrêmement souples, les résultats ne sont pas comparables, et donc il y a cette méfiance généralisée envers les mesures carbone qui fait qu'elles se donnent du mal, et que même celles qui font du bon travail ne sont pas valorisées pour ce bon travail. Le problème, il est pour les PME et bien sûr les TPE, c'est-à-dire que pour elles, c'est mission impossible. Avec les outils actuels, ils n'ont pas les ressources ni humaines ni financières pour calculer leurs mesures carbone. Et donc, ils se retrouvent au milieu de la transition climatique sans aucune boussole. Aucun indicateur performant. Alors, en quoi cette mesure comptable environnementale est-elle une opportunité pour les experts comptables? Alors, ce qui est beau pour les experts comptables, c'est qu'ils vont se retrouver avec un outil qui valorise leurs compétences actuelles avec leur clientèle actuelle, c'est-à-dire les TPE et les PME. Aujourd'hui, quel est l'état des choses? C'est qu'un expert comptable n'est pas un expert carbone. Il ne connaît pas ça et il n'a absolument pas le temps d'investir dans l'expertise carbone. La nouveauté qu'apporte la MCE, c'est qu'il n'a pas besoin d'investir là-dedans. En 1 heure, il va comprendre quel est le pont entre son expertise comptable et ce dont il y a besoin en carbone. Et donc, il va pouvoir immédiatement apporter un service à son client, à ses clients, tous ses clients, un service qu'ils n'ont pas aujourd'hui et dans lequel il va utiliser exactement ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire ses principes comptables, sa déontologie de comptable et même ses méthodes de vérification des factures entrantes et sortantes. Comment encourager les entreprises à jouer le jeu de la MCE? Alors le point finalement, c'est de convaincre l'entreprise et d'abord l'expert comptable qu'il ne s'agit pas, comme d'habitude avec les mesures environnementales, d'une contrainte administrative, il s'agit en fait d'une décision business, c'est-à-dire de quelque chose qui est rentable pour l'entreprise qui l'applique. C'est rentable et rassurant parce que c'est une mesure professionnelle. Les entreprises, parfois, ont l'impression que c'est un peu politique, le carbone. Non, là, on est sur des mesures qui sont suivies, cadrées, officielles, professionnelles. Et le deuxième élément, quand on dit que c'est rentable, c'est parce qu'un chef d'entreprise sait bien, quoi qu'il pense sur l'environnement, il sait bien que les carbones sont de plus en plus chers et de plus en plus mal vus, que ce soit par ses clients ou par ses banquiers. Et donc, il sait qu'il doit agir. Et aujourd'hui, il n'a je l'ai dit, aucune boussole. Là, avec cette boussole de la MCE, il se retrouve avec un cran d'avance. C'est-à-dire qu'il va pouvoir définir sa stratégie de décarbonation. Et il va avoir des leviers. Il aura des leviers chez lui, mais il va également pouvoir anticiper les demandes de ses clients, quel est ton poids en carbone, et de son banquier, quelle est ta contribution à la décarbonation. Donc au lieu d'être un cran en retard, à se dire il va me tomber le ciel sur la tête, il a un cran d'avance. Pour terminer, quelles sont les principales étapes pour le développement de la MCE? Alors la première étape, l'étape absolue, je dirais, pour un expert comptable, c'est d'abord de se former pour se faire une opinion. Et donc là, nous, par exemple, on fait des formations gratuites toutes les semaines, 1 heure seulement, à des heures variables, donc c'est très facile. Ils vont sur le site qui est carbone-facture.org. Et donc, ils vont pouvoir faire ce qui est logique, c'est-à-dire de s'appliquer la mesure à eux-mêmes. Un expert comptable, c'est un chef d'entreprise. Est-ce que je comprends? Je l'applique à moi-même, 1 heure, et derrière, j'évalue, est-ce que, en termes de business, il y a du potentiel. En termes d'image, est-ce que ça m'apporte quelque chose? En termes de fidélisation de mes collaborateurs, est-ce que ça m'apporte quelque chose? C'est vrai qu'il est plus facile aujourd'hui d'attirer un jeune en lui disant qu'il va compter de l'argent et des carbones que de lui dire qu'il va compter simplement de l'argent.
Et donc à partir de là, à partir de cette conviction qui se sera faite, il pourra facilement déployer une offre très simple auprès de l'ensemble de sa clientèle en disant, écoutez, je l'ai fait pour moi. D'ailleurs, vous voyez, sur toutes vos factures, désormais, je vais vous mettre le poids en carbone. Je peux demain le faire pour vous. Et donc, j'aurai une offre de base qui dira, comme pour les comptes aujourd'hui, une offre récurrente. Je vous tiens tous les ans vos mesures carbone, ou vous faites le calcul, puisque c'est très facile, et moi, je vous le valide comme tiers de confiance. Et ce socle pourra servir pour des prestations à valeur ajoutée, par exemple le bilan carbone volontaire, mais également toutes les mesures à valeur ajoutée qui vont devenir nécessaires, par exemple en matière financière, pour un dossier d'investissement ou une demande de financement. Donc de nouveaux axes de développement pour les experts comptables. Absolument. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, bonne journée. On poursuit ce numéro des experts à en parler des cessions-acquisitions de PME avec Marc Sabaté, directeur général d'Inextinso Finance. Marc, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de sortir votre panorama des cessions-acquisitions de PME. Quelles sont les principales tendances? Alors oui, effectivement, on a sorti notre 8e panorama, 8e année, depuis 2017, ce qui nous donne quand même une visibilité et un regard sur ces 8 dernières années qui ont été quand même assez chahutées, avec une année 2020, Covid oblige, qui a été en forte baisse, une année 2021 avec un gros rebond, une année 2022 qui était une forme de consolidation, et c'est vrai qu'on attendait l'année 2023 pour voir comment allait effectivement bouger le marché, compte tenu de cette historique d'une part, et compte tenu effectivement d'un environnement conjoncturel un petit peu différent. Or, ce qu'on a constaté, c'est que 2023, après un premier semestre de forte baisse, le marché PME, donc 1 à 50 millions de valorisation, d'opérations majoritaires en France, c'est les statistiques que nous suivons avec notre partenaire Epsilon Research, a montré donc une baisse au premier semestre 2023 de 35%, rattrapée par une hausse de 20% au deuxième semestre 2023, ce qui fait que globalement, on finit l'année à moins 11%. Qui est une vraie baisse, après 2022 qui marquait une pause dans le phénomène de croissance compte tenu de la forte explosion 21. Donc ça pouvait effectivement susciter quelques inquiétudes sur le comportement de ce marché. Comment vous expliquez ce chiffre? On l'explique assez simplement par 3 ou 4 facteurs principaux que je vais essayer de résumer. Le premier, c'est qu'effectivement 2022 était une année encore assez importante en termes de volume, avec une économie qui était encore, en tout cas au moins au début de l'année 22, assez porteuse. On a un phénomène à partir de la fin 22 et surtout au début de l'année 23 d'incertitude, de hausse des taux, d'inflation, de crise géopolitique, d'une conjoncture économique qui globalement est en baisse, et qui fait qu'avec des niveaux de valorisation qui étaient encore ceux d'avant, qui est donc encore élevés, et donc on a fin 22 et surtout au tout début de l'année 23, jusqu'en juin-juillet, un attentisme fort des décideurs, que ce soit les chefs d'entreprise plutôt vendeurs, que les principaux acquéreurs, qu'ils soient eux-mêmes des chefs d'entreprise ou des fonds d'investissement. À partir du deuxième semestre, octobre-novembre, les conditions conjoncturelles se posent. Alors effectivement, on a un arrêt dans la hausse des taux, et qui a joué un rôle très important dans l'évolution du marché. On a finalement une visibilité qui commence à revenir un peu sur les conditions conjoncturelles des principaux marchés sous-jacents, parce que l'inflation, elle est en train d'être digérée. Beaucoup d'entreprises ont pu, plus ou moins bien, mais ont quand même réussi à faire passer un peu de cette inflation dans leurs prix eux-mêmes. On a derrière nous l'augmentation forte des intrants, que ce soit la hausse des rémunérations et la hausse des matières premières, qui maintenant est complètement derrière nous, et donc une nouvelle visibilité. D'ailleurs, on voit bien dans l'évolution mensuelle de ce panorama, puisqu'on le suit au mois le mois, qu'à partir de novembre-décembre, on voit les prémices d'une remontée, qui d'ailleurs se confirme en ce tout début d'année 2024, et effectivement, on a de bons espoirs sur l'année 24 qui devrait rattraper cette baisse de 11%. Alors, on a eu les tendances générales, vous venez de brosser le tableau. Quid des régions? Quelles sont les régions les plus dynamiques? Alors, très classiquement, on a un marché qui est porté par un axe fort, qui est l'axe Paris-Lyon,
Quand on additionne les volumes générés au sein de la région Île-de-France, Paris inclus, puisqu'on distingue Paris et le reste de l'Île-de-France compte tenu de la structure de cette économie, et la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a classiquement nos 54% de transactions. C'est le même chiffre, quasi à la virgule près, depuis 8 ans. Donc on a un axe fort Paris-Lyon qui ne se dément pas, et qui est très lié à la manière dont est organisée notre économie, notamment en ce qui concerne ses sièges sociaux. On a globalement un bon maintien des régions, on va dire, littorales. Que ça soit la partie ouest atlantique, qui tire bien son épingle du jeu, avec une croissance un peu significative. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui elle-même remonte, c'est-à-dire qu'il y a une croissance positive, ce qui va à l'encontre de la moyenne nationale, alors qu'elle avait une tendance négative l'année d'avant. Donc on a un phénomène de remise à plat en Provence-Côte d'Azur. On a des régions qui sont deux régions particulières. La région Hauts-de-France, qui est traditionnellement une région plutôt dynamique, qui, même si elle baisse un peu, garde son dynamisme certain en matière de fusion-acquisition, ce qui montre bien la richesse, la qualité, l'histoire de cette région qui a un passé économique et industriel très fort. Une nouvelle région qui a commencé à s'affirmer depuis quelques années et qui, aujourd'hui, est même durablement inscrite dans le panorama des fusions-acquisitions, c'est l'Occitanie, qui, même si elle baisse un peu cette année dans la moyenne du marché, et aujourd'hui rejoint le top 5 des régions les plus actives. On a clairement la réussite de l'axe Toulouse-Montpellier, que ce soit sur des secteurs industriels ou sur la nouvelle technologie, ou les nouvelles technologies, très clairement affirmées par la région Montpellier, qui a bien réussi cette transition depuis une économie plutôt agricole, historiquement, à une économie très portée par effectivement ces nouvelles technologies, l'informatique, les médias, et c'est une vraie réussite pour cette région. Alors les autres régions restent dans le ventre mou et assez classiquement dans la moyenne nationale. Alors vous évoquez les technologies en Occitanie. Qu'en est-il des secteurs d'activité dans l'ensemble de la France? Quels sont les secteurs les plus dynamiques? Alors, on a classiquement qui sont dans la bonne tendance du marché, donc soit dans la même tendance que la moyenne nationale, soit légèrement supérieure, les secteurs assez classiquement, donc des TMT, les télécommunications, l'IT, le digital, la santé, les services aux entreprises, le B2B au sens large, le service B2B fonctionne bien et suit globalement la tendance des marchés. On a des secteurs qui vont bien et qui reviennent sur le devant de la scène, notamment tout le secteur des biens d'équipement, qui avait connu une année 2022 plutôt morose. Alors, on l'explique par deux choses. Clairement, il y a une tendance sur ce mouvement de réindustrialisation qui rend plus attrayant, plus attractif ces industries, pas forcément traditionnelles, parce qu'elles participent également aujourd'hui du grand renouveau français, avec la nécessité de décarboner ces industries, d'intégrer un nouveau paradigme énergétique, plus le fait que 2022 avait probablement été une année un petit peu plus difficile dans ce secteur des biens industriels, à cause justement des manques dans la chaîne des stocks et des difficultés de livraison que ces secteurs avaient pu connaître. Ça, c'est pour ce qui marche bien. Classiquement, dans une économie qui va moins bien, on a les secteurs très impactés par la conjoncture qui vont moins bien, le BTP, le transport, la distribution, donc ce qu'on appelle le retail, les biens de consommation, même si l'agroalimentaire se tient pas trop mal, mais quand même, on a ces secteurs qui souffrent des phénomènes de consommation, de conjoncture, plus d'éléments plus structurels. Je pense à l'agriculture, à l'agroalimentaire, qui quand même est questionné au niveau de son modèle. Après, le transport, le bâtiment, on sait bien que ce sont des secteurs très peu délocalisables, par définition, qui reviendront quand la conjoncture se retournera, et on connaît le déficit de logement qu'il y a en France. On est assez persuadé que c'est un secteur qui garde une bonne résilience. Alors, vous évoquez la conjoncture qui pourrait se retourner. Quelles sont les prévisions, les perspectives pour la fin de l'année? Prévision, c'est encore un peu ambitieux à ce stade-là sur 2024. On a quelques tendances en ce début de mois d'avril, avec un tout petit trimestre derrière nous, mais on a encore assez peu de profondeur. La tendance aujourd'hui qui se dessine, c'est comme une forme de reprise. Les premiers mois ont été plutôt positifs. Alors, tant dans notre activité, puisqu'on est, nous, un des acteurs
leader ou un des principaux acteurs dans ce secteur du M&A pour les PME. Donc on le voit tous les jours dans nos équipes. Donc on voit ce rebond relatif, hein, c'est pas une explosion. Et surtout on voit que les anticipations des principaux acteurs sur la conjoncture restent convenables. On n'attend pas de hausse des taux, au contraire, on attend plutôt une baisse légère, une décrue tranquille des taux d'intérêt. Il y a encore des questions sur l'inflation liée à l'énergie, puisqu'il y a encore des coûts énergétiques qui sont quand même assez élevés. Donc tout n'est pas encore complètement résolu. Et puis surtout, on a une industrie du private equity, des fonds d'investissement, qui a un peu moins investi que d'habitude l'année dernière, en 2023, alors qu'ils ont fait un niveau de levée de fonds globalement assez important, hein, plus de 20 milliards d'euros. Il y a donc de l'argent à investir, et les fonds ont besoin de faire tourner leur participation, les fonds ont besoin de cette stratégie de croissance externe qu'on appelle le buy and build, hein, acheter, augmenter et créer de la valeur par cet intermédiaire, et les études montrent bien que les fonds sont parmi les champions d'Europe en France de cette activité. Donc il y a de l'argent à investir. Et puis on a des dirigeants qui ont passé une année, n'ont pas vendu, se reposent les mêmes questions. Et les enjeux de cession pour beaucoup de dirigeants qui avancent dans le temps restent les mêmes. Une étude évoquait pour les 5 ou 6 années qui viennent plus de 600 000 chefs d'entreprise qui ont besoin de prendre leur retraite. Alors même si ça inclut des plus petites entreprises, ça reste une réalité qui est cette question générationnelle qui continue à être aujourd'hui au cœur du sujet, avec des perspectives donc, qui sont plutôt convenables. J'oserais dire que je verrais bien le marché rebondir d'une dizaine de % sur 2024, ce qui viendrait en fait annuler l'effet de baisse qu'on a eu l'année dernière. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur For Change pour un nouveau numéro des experts.